BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Nogues. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. L'euro a 15 ans. Il y a 15 ans, nous retirions nos premiers euros aux distributeurs automatiques. Alors côté pratique, ça nous a permis de voyager sans changer de l'argent. Côté symbolique, c'était l'euro, l'Europe dans nos poches, mais on entend beaucoup depuis lors, tout est devenu plus cher, la vie est tellement plus chère, tout ça c'est à cause de l'euro. Et c'est vrai, 20,3% d'inflation depuis le passage à l'euro. Les prix ont augmenté de 20%, c'est scandaleux, c'est énorme. Et puis on réalise que ça représente 1,5% d'augmentation des prix par an entre 2002 et aujourd'hui. C'est exactement comme entre 1990 et 2001, quand c'était le franc qui gérait la France. L'inflation était au même niveau, 1,5% par an. D'où cette question, l'euro est-il vraiment responsable de la flambée des prix? Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Bonjour Monsieur Monod. Bonjour Monsieur. Vous êtes eurodéputé Front National, Bernard Monod. Pour vous, l'euro responsable de la flambée des prix, mythe ou réalité? Les deux. Après ce que je viens de dire. Les deux. Par rapport au prix, c'est une réalité, mais il y a aussi le problème des salaires qui n'est pas évoqué là-dedans. Donc le salaire, c'est aussi un prix qui n'a pas augmenté en proportion de l'évolution des prix. Donc un gap énorme. On va y revenir justement. Bonjour Charles de Marseille. Bonjour Yann. De la Fondation Robert Schuman. Vous, si je vous pose la question, l'euro responsable de la flambée des prix, mythe ou réalité? Là aussi, c'est partagé parce que vous avez d'autres facteurs, pour le coup, en dehors purement du facteur monétaire, qui contribuent à une partie de cette évolution. Donc il y a une partie de réalité, puis il y a une grande partie de mythe. Jean Quatremer, en parlant du mythe, des mythes. Jean Quatremer, bonjour, de Libération, vous allez bien? Très bien. Bon, l'euro, la vie coûte plus cher, c'est scandaleux, plus 20% d'augmentation. Ces cochons d'Européens en ont profité. Non, mais j'atteins un certain âge, si vous voulez, ça me rappelle ma jeunesse. Chaque année, c'était le niveau scolaire baissé et les prix augmentaient. Ouais. Donc, je veux dire que depuis que je suis gamin, j'entends exactement les mêmes complaintes. Cela étant, Charles de Marsilly, M. Monod l'ont dit, c'est qu'au moment du passage à l'euro fiduciaire, en 2002, pas au moment de la fixation du gel des parités en 99, parce que l'euro n'a pas 15 ans, en fait, il en a 18. À ce moment-là, il y a un certain nombre de commerçants qui en ont profité pour augmenter les prix, parfois dans des proportions absolument scandaleuses. Ça a été le cas notamment des restaurateurs qui s'en sont mis plein les poches. On a vu des bouteilles de vin qui étaient à 15 francs et qui sont passées brutalement à 15 € du jour au lendemain. Voilà, ça fait 80 ans que ça dure, nous dit Jean Quatremer. Le niveau de l'école baisse, les prix augmentent depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, nous dit Jean Quatremer. L'euro est-il responsable de la flambée des prix? L'euro est-il finalement une bonne idée? On fait le point parce que l'euro a 15 ans. L'euro a été introduit matériellement dans nos poches en janvier 2002. Voilà, devant des programmes de 500 millions d'Européens. Pour réagir, hashtag 500M. Est-ce que les gens ne sont pas restés bloqués finalement en 2002 avec le changement de monnaie? On reste avec la valeur des choses, la valeur du prix d'une baguette en francs, et on se souvient avec nostalgie de cette époque bénie. Bernard Monod. Si on prend le prix d'une baguette en 2002, on était à 2,60, 2,80 francs. On est aujourd'hui à 6,50, puisque une baguette, une tradie, moi quand j'achète ma tradie, c'est 1 euro, ça fait à peu près 6,50. Grosso modo, c'est plus de 200% d'augmentation. Et forcément, est-ce que les salaires ont augmenté dans les mêmes proportions? C'est ça la vraie question de fond. Les salaires sont un des prix. députés européens, ça va. Les salaires sont un prix, c'est pas un salaire, c'est une indemnité pour compenser justement la flambée. Je regarde un tableau de l'INSEE, le pain baguette, on parle d'1 kilo ici. En 2002, 2,73 €. En 2016, 3,47 €, soit une augmentation de 27,1%. On est loin des 200% dont vous nous parlez, Bernard Monod. Écoutez, 2,80 francs en 2001, chiffre 6,50 francs en 2015, mettons. Pour moi, ça fait pas 27% d'augmentation. Le pack d'eau minérale, en 2002, 2,90 €. En 2016,
2,82 €, moins 2,7%. Alors évidemment, il y a beaucoup de produits qui augmentent, mais il y a beaucoup de produits également de consommation à quantité égale. À quantité égale, parce que vous allez savoir, l'inflation, c'est à la hausse, mais aussi à la baisse sur les quantités. Regardez, je vais vous montrer juste un petit schéma de Kleenex, par exemple. Alors, on parle toujours des prix. Pas simple, d'accord. On parle toujours des prix, mais vous avez les Kleenex, ça c'était dans les années début 2000. Donc 264 mouchoirs. À 3,80 €, mettons. Et vous passez 15 ans plus tard à 64 mouchoirs, donc une chute terrible de quantité. 3,45 €. Donc vous maintenez le prix à peu près et vous diminuez la quantité. C'est de l'inflation. Ça, c'est pas l'euro. C'est la conséquence de l'euro. 400% d'augmentation. C'est simplement, c'est le fabriquant. Mais pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? On s'en met plein les poches. Donc les industriels augmentent la rentabilité la monnaie n'est qu'un instrument. La monnaie n'est qu'un instrument, monsieur Monod. Voilà, mais c'est un constat. C'est ça aussi l'inflation, c'est sur la quantité des... Charles de Marseille. En fait, c'est le problème, c'est que tout le monde va avoir un exemple. On aura tous un exemple en tête, les restaurateurs, les Kleenex, je sais pas quoi, en disant ça a augmenté. Pour vous. McDo, l'indice McDo. Le McDo, merci, non, pas le McDo. Mais il peut y avoir l'indice Big Mac, qui est un comparatif au niveau mondial, par exemple, parce que quasiment tous les pays l'ont. Et donc chacun va avoir en tête quelque chose. Ah oui, ça a augmenté. On a moins en tête. Ah oui, ça a aussi baissé. Et pas forcément lié à la monnaie. Les téléviseurs, par exemple. On a déjà fait une émission ici sur pourquoi est-ce que les téléviseurs ont baissé. Parce qu'on a des téléviseurs chinois, parce qu'il y a d'autres facteurs, en dehors du facteur purement monétaire, qui font que vous avez aussi des baisses de prix. Donc, c'est un peu compliqué de se dire le pain a augmenté ou l'eau a diminué. Je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus large. Vous avez parlé des salaires, par exemple, sur lesquels on peut reprendre. Dès lors que nous avons vu je regardais les chiffres, les différents chiffres, parce que globalement, augmentation, donc l'inflation de 20%. Et c'est dans l'ordre des choses. C'est étonnant quand on regarde les chiffres, parce que entre 2002 et 2016, donc entre l'apparition de l'euro concrète, matérielle et maintenant, le prix du citron, et là je vous donne raison Bernard Monod, le prix du citron a augmenté de 76%. C'est absolument, surtout à Menton. C'est absolument scandaleux, surtout sur la Côte d'Azur, dans le pays des agrumes. En revanche, le prix du sucre, depuis l'apparition de l'euro, a baissé de plus de 20%. Du coup, si moi j'étais un populiste pro-européen, l'antithèse du Front National, je dirais l'euro contribue au bonheur de nos enfants. Ah, le sucre, c'est le bonheur. Oui, là sur l'exemple du sucre, zut, raté. Non, mais pour venir c'est bien, mais le sucre sur les enfants. Pour venir à des choses sérieuses. Les enfants aiment. Pour venir à des choses sérieuses. Leurs dents, pas. La monnaie unique, dans la zone euro, les prix devraient être tout à fait identiques. Vous prenez justement le McDonald's à Athènes ou à Francfort, le prix n'est pas le même. Il est facilement du simple au triple. Donc on voit bien que rien que sur la zone euro, sur la politique monétaire unique, on a échoué, ils ont échoué au niveau de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité des prix de manière uniforme dans les 19 pays de la zone euro. Attendez, le Big Mac ne dépend pas de la monnaie. C'est parce que derrière, vous avez un indice, on en parlait tout à l'heure, l'indice Big Mac. Le travail, vous avez comme ça un ensemble de facteurs. Donc, oui, mais justement, l'économie devrait être uniforme partout dans la zone euro. Et ça l'est pas. Ça l'est pas. Il y a 4 divergences. Par exemple, à Paris, ne sont pas les mêmes que dans la Creuse. Vous le savez aussi bien que moi. Oui, mais il y a des transferts de richesse entre la Creuse et Paris. Accusons dans ce cas-là. C'est une seule et même nation. Accusons dans ce cas-là l'euro d'être responsable des loyers élevés à Paris alors qu'ils sont bas dans la Creuse. Moi, je peux vous dire, ah ben non, les loyers sont bas dans la Creuse grâce à l'euro. C'est un problème d'inflation monétaire, de l'immobilier. Voilà. La seule chose que je vous dis, c'est que la monnaie, c'est pas quelque chose de magique. C'est simplement, c'est un instrument et c'est pas la monnaie. Ça, on l'a vu. On l'a vu que c'est pas magique. Oui, mais c'est pas quelque chose qui explique c'est pas quelque chose qui explique l'inflation, les prix, la fixation des prix, les charges sociales, la productivité, etc. C'est un élément qui joue. Je suis inquiet parce qu'à ce moment-là, M. Draghi ne tient pas du tout la stabilité des prix. Alors c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. Mais c'est une question n'est pas de savoir si on maintient ou pas la stabilité des prix. Ce que je dis, c'est que la fixation des prix n'obéit pas à un facteur monnaie. Et c'est au moment du passage, au moment du changement de monnaie qu'il y a eu des arrondis, par exemple, et c'est pour ça qu'on a reproché à certains commerçants sur des produits de consommation courante. Le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. Donc d'où cette question. Si on repassait au franc, est-ce qu'on n'aurait pas exactement le même problème ? Est-ce que c'est un problème propre à l'euro ou c'est juste le changement de monnaie? Et cette autre question, on pourrait comparer ça, la monnaie finalement, à la météo. Et donc avant, il y avait surtout la météo réelle, et maintenant, eh bien, on accorde plus la température, et on accorde plus d'importance à la température ressentie. Donc l'inflation. Est-ce que finalement, l'histoire de l'euro, c'est pas ça le problème? C'est le ressenti. BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Joyeux anniversaire l'euro, 15 ans que l'euro est dans nos poches. C'était le 1er janvier 2002. L'Union européenne qui a mis en circulation 8 milliards de billets et 40 milliards de pièces. En fait, il y a 7 billets en euros et il y a 8 pièces. Un Européen sur 2 n'a jamais été en possession d'un billet de 500 euros. Les pauvres, Jean Quatremer. Les pauvres. D'ailleurs, le billet de 500 euros qui va disparaître en 2018. C'est la fin du cash. C'est la fin. Ça, c'est inquiétant. C'est préparation de la fin du cash. Très inquiétant. C'est très inquiétant démocratiquement. Ouais. Vous pensez? Absolument. Ce sont les Allemands qui sont surtout très attachés aux billets de 500 euros. Les banquiers. Vous travaillez beaucoup avec des billets de 500 euros, Fonds national. C'est pas le sujet de 500 euros, c'est l'argent liquide. Ouais. Le projet du système, c'est de faire disparaître l'argent liquide, sauf pour les banques qui veulent rester en dépôt. Et ça pour pas rémunérer justement au niveau de la BCE. C'est un sujet qui est lié à l'euro parce que effectivement c'est assez dangereux parce que on dit mais les Suédois vont commencer avant nous, ils sont pas dans l'euro. Mais en tous les cas la disparition de la monnaie unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de vos achats seront désormais traçables. De l'argent liquide. Oui. La monnaie unique. Là on est d'accord. Là on est d'accord. Et donc là, mais c'est extrêmement angoissant et personne n'en parle. On a été retrouvé que c'est extrêmement pratique cet argent virtuel, mais ça veut dire que désormais tous vos achats, toutes vos activités seront traquées. Les billets de 500 euros, on s'était rendu compte au moment de la bulle espagnole immobilière que la moitié des billets de 500 euros étaient en Espagne parce qu'il y avait énormément de transactions en cash. Mais alors, pour parler... très pratique aussi à Monaco pour au casino. Il y a des jetons. Des faux jetons. Oui, aussi. Oui, aussi à Bruxelles, il y en a des faux jetons. On va parler des salaires. Vous disiez à l'instant, Bernard Monod, que les salaires, eux, n'avaient pas augmenté, contrairement au panier de la ménagère. Pourtant, les chiffres, on peut globalement leur faire dire n'importe quoi. Parmi les chiffres mis à disposition par l'INSEE, on observe clairement que les plus fortes augmentations concernent les services, autant pour le fameux plombier polonais. Donc la plomberie, l'électricité, la carrosserie, la mécanique, l'heure de main-d'œuvre a grimpé en flèche entre 2002 et aujourd'hui, entre 60 et 80% d'augmentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a recours à un plombier, un électricien, un carrossier, un mécanicien, ça coûte 80% plus cher. Il faut importer des plombiers polonais, c'est ça la réponse? Ils sont pas venus. En 2005, on a dit ils vont arriver. Ce que je réponds, c'est qu'il y a eu une manipulation depuis une trentaine d'années de l'appareil statistique, c'est-à-dire que l'appareil statistique d'aujourd'hui n'est plus le même qu'à l'époque. On ne réfléchit que sur l'inflation la consommation. Or, à l'époque, il y avait l'inflation, la consommation, plus l'inflation monétaire, qui tenait compte du prix de l'immobilier, de la bourse, de l'envolée. Donc aujourd'hui, il y a des bulles immobilières et des bulles financières qui ne sont pas incorporées dans le prix global. C'est pour ça que tout est faussé depuis une trentaine d'années. Donc on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et le vrai problème, c'est que les salaires sont indexés sur l'inflation à la consommation. C'est pour ça que les salaires, depuis 15 ou 20 ans, sont bloqués, sans compter qu'en France, il y a eu la fin de l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire en 84 avec Delors, qui avait cassé cette échelle mobile des salaires. D'où ce qu'on appelle la fracture sociale depuis 95 en France et partout dans la zone euro. Si on parle de la parité euro-dollar, lancement janvier 2002, 1 euro valait 0,88 $. Aujourd'hui, ces jours-ci, 1 euro vaut 1,06 $. Il est quand même passé, on parlait du fameux du passage douloureux de 2008, il est passé par 1,57 $. Au moment du lancement, il était à 1,17 exactement. 1,17, mais ensuite il avait... Ensuite, il y a eu une crise, il est tombé à 0,82. 0,82. Je parlais du lancement matériel, pardon. Oui, voilà. Donc, je reviens sur les 15 ans. Nous sommes une émission économique, effectivement. Non, nous sommes une émission sur une station économique. Et donc, Jean Quatremer, on préfère que l'euro il soit fort ou il soit faible? Parce que j'entends toujours dire « Oh, l'euro augmente, c'est terrible » et ensuite « Oh, l'euro baisse, c'est terrible ». Non, mais c'est extraordinaire parce que moi, je me rappelle très bien en septembre 2000, quand l'euro était tombé à 0,82, le Front National, vous n'y étiez pas encore, hurlait en expliquant... Ah, vous étiez d'accord. Enfin, on vous entendait pas à ce moment-là. Et hurlait en expliquant que c'était une monnaie de singe parce qu'elle ne valait rien. Regardez, elle s'effondre. Ensuite, l'euro est remonté jusqu'à atteindre, je crois, en 2007-2008, à peu près 1,50 $. D'ailleurs, c'est absolument extraordinaire. Quand vous allez aux États-Unis, là, vous étiez le roi du pétrole.
parce que ça ne coûtait absolument rien pour les gens, avec pour les votre Européens. Averse Il y a beaucoup de Français qui allaient aux États-Unis, monsieur. Non, mais moi, j'y ai faut voir, vous préparez à ces oui, effectivement, je suis un privilégié. 90% des gens ne vont pas aux États-Unis. On va comparer nos salaires, si vous voulez. Après, on va moi, sortir j'ai pas de salaire. Oui, votre indemnité payée sur le budget européen. Justement, mon indemnité est inférieure à mon salaire. Si vous voulez qu'on parle de ça. Votre populisme, votre démagogie est assez fatigant. Oui, j'ai été aux États-Unis. Oui, j'économise pour me payer des voyages. Ah, mais c'est très bien. C'est très bien, mais c'est pas le cas de. Et moi, vous gagnez 8 000 € par mois, donc arrêtez un petit peu avec votre misère. C'est vrai. Moi, je parle pas de moi, je parle de l'ensemble de la population. Donc je continue. Et ensuite, c'est retombé aujourd'hui à peu près à parité. Donc la parité de pouvoir d'achat. Le problème est lorsqu'on entend effectivement les démagogues, quand l'euro était faible, c'était une catastrophe parce que ça apportait de l'inflation, etc. Et aujourd'hui, après, quand il a été fort, c'était une catastrophe parce qu'on vendait pas. Maintenant, l'euro, non seulement est faible, le déficit budgétaire en France notamment reste aux alentours de 3%, c'est-à-dire qu'on a un déficit budgétaire extrêmement élevé par rapport à nos rentrées fiscales. Et en plus, la Banque Centrale Européenne fait fonctionner la planche à billets comme la Banque de France ne l'a jamais fait dans l'histoire. Pour sauver l'euro. Et pourtant, la croissance n'est pas là. C'est-à-dire que toutes les fameuses recettes magiques et pour toutes les recettes magiques qui sont proposées par les démagogues sont appliquées les unes après les autres, et on s'aperçoit qu'en réalité c'est pas suffisant, parce que nous avons un problème, notamment en France. Moi, on n'a pas du tout en Allemagne, parce qu'on a fait des réformes structurelles. On a un problème de rigidité du marché de l'emploi. Alors je suis pas du tout d'accord avec M. Quatremer. Il y a un moment ou un autre, il faut poser les vrais diagnostics. Et c'est ça. Il suffit de suivre. Je veux dire, moi, je suis l'euro depuis son lancement en 99. Le discours du Front National sur l'euro est absolument fascinant. Il est faible, c'est une catastrophe. Il est fort, c'est une catastrophe. Il est refaible, ça n'a aucune importance. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est que toutes les grandes puissances. Dès que ça vous arrange pas, c'est pas le sujet. Dès que toutes les grandes puissances économiques dans le monde ont leur monnaie nationale, que ce soit les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, tous ceux qui sont l'Union européenne. L'Union européenne. Non, pas du tout. Si. Pas du tout. Bah si. Ah non. Pourquoi l'Union européenne? L'Union européenne, c'est une grande puissance. À sa monnaie. Non, je m'excuse, je parle de nation, je ne vous parle pas de zone monétaire. L'Union européenne est un État? Ce serait nouveau, hein. Bon. C'est une puissance, c'est autre chose, c'est quelque chose de nouveau. Non, je parle de puissance nationale. Je parle de puissance. Ils ont tous leur monnaie nationale, oui, comme par hasard. Puissance régionale. Le problème de la zone euro, c'est que nous avons un verrou de la parité de change fixe entre notamment l'Allemagne et la France, c'est-à-dire qu'il y a une germanisation de l'économie européenne, au détriment des 18 autres pays de la zone euro, et au bénéfice de l'Allemagne. Donc nous voulons rompre cette parité-là et retrouver notre liberté, notre indépendance monétaire pour justement soutenir ce que disait M. Nogues, la croissance économique, l'emploi, etc. Pourquoi nous étions une grande puissance et nous ne sommes plus une grande puissance en France? En 1999, la France était une grande puissance économique. En 1962, avant de rentrer dans l'Union européenne, en 1962, lorsqu'on a lancé le nouveau franc, un nouveau franc. 58. Oui, d'accord. Alors 58, un nouveau franc est égal à un Deutschmark. Lorsqu'on est passé à l'euro, eh bien c'était de 1 à 3, tellement on a dévalué. Est-ce qu'en 1999, nous étions une grande puissance économique à force d'avoir dévalué? Regardez tous les pays qui dévaluent, qui continuent à dévaluer. Les États-Unis, c'est une catastrophe. Le Royaume-Uni. Ah bon, c'est une catastrophe au Royaume-Uni, aux États-Unis aujourd'hui? Alors justement, nous venons de dévaluer, puisque nous venons de passer de 1,50 à 1 euro. L'euro s'est déprécié par rapport au dollar. Il s'est déprécié. Et vous dites non, c'est vous. Il faut être précis. Si vous voulez faire de l'économie, il faut être précis. Ah oui, donc la dévaluation. Déprécier et dévaluer, ce n'est pas pareil. Donc déprécier, comment dire, se déprécier, c'est subi. Écoutez, et une dévaluation, c'est un acte politique. D'accord. Rien à voir. Si tous les pays qui dévaluaient étaient des grandes puissances économiques, ça serait le Zimbabwe serait la première puissance économique du monde. Le Japon. Le Zimbabwe. Mais le Japon, mais il n'y a pas d'industrie au Zimbabwe. Ah, bah voilà, c'est ça. Comme vous le rappelez. Alors que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l'Italie utilisent tous leur monnaie pour dévaluer. C'est bon pour nos exportations. Bah, vous avez les deux facteurs. Un euro fort ou un euro faible? Un euro faible, c'est bon pour nos exportations, Charles de Marseille? Bah, ça dépend à qui est-ce que vous vendez. Donc c'est toujours la même problématique. Quand vous bondissez sur cette histoire des grandes puissances, oui, aujourd'hui la puissance elle est collective. C'est là-dessus qu'on va gagner. Sur les questions industrielles, on perd. La puissance américaine est collective. C'est des États continents. Ce sont des États continents. C'est des États continents. Donc la taille critique, on peut dire. Les États-Unis, c'est les États-Unis, c'est pas le Canada. Je m'excuse. Mais non, c'est un État continent. Regardez, c'est pas le Mexique non plus. Il nous reste 2 minutes pour conclure. 350 millions de personnes. Mais c'est dans vos rêves. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Ce qu'on va faire, c'est que c'est Charles qui aura le mot de la fin. On va commencer par Jean Quatremer. L'euro est-il un succès? L'euro est un succès partiel.
En tous les cas, pourquoi? Parce que, comme le disait Charles de Marsilly tout à l'heure, il n'est pas achevé. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que l'on mette en place au sein de la zone euro un budget de la zone euro pour accroître la solidarité entre les zones pas seulement étatiques, mais aussi régionales. Il y a davantage de solidarité avec la Grèce, avec l'Espagne, avec l'Italie. Il faut qu'on lance des emprunts européens qui puissent financer des grands travaux européens. Encore de la dette. Qu'il y ait un budget européen, effectivement, et avec une direction politique de la zone euro. Et c'est inachevé. Cela étant, il faut voir en l'espace de quelques années ce que nous avons accompli, des choses extraordinaires, comme la création, par exemple, du mécanisme européen de stabilité doté de 700 milliards qui permet de venir en aide à un pays qui reçoit un choc asymétrique, comme la Grèce, et l'union bancaire qui permet un contrôle des banques à partir de son Donc la zone euro a souffert, mais a chuté, mais a su se relever et a su s'adapter. En tout cas, elle est toujours là, et c'est vrai que lorsqu'on écoute le Front National et tous les démagogues, en gros, depuis 1999, l'euro doit disparaître dans les 6 mois. 18 ans après, l'euro est toujours là. Bernard Monod, est-ce que l'euro est un succès? L'euro est un échec total, à la fois social, économique, industriel, dans tous les domaines. La France en est le pire exemple dans ce domaine-là. Et la zone euro, c'est la zone zéro croissance économique, zéro emploi et zéro pouvoir d'achat. La zone euro, en 15 ans, a permis quand même de protéger beaucoup, a permis d'avancer, ne s'est pas cassé la figure, malgré beaucoup de demandes ou de sollicitations. Il y a eu des crises énormes qui étaient endogènes, d'autres qui étaient exogènes, certaines qui venaient d'un manque aussi réaliste, le budget par exemple, que vous avez cité tout à l'heure, d'autres qui venaient parce qu'il y avait une fragilité du secteur bancaire et financier, des grandes institutions financières qui palliaient directement à l'euro. Donc oui, c'est un succès, mais partiel, et qu'il faut encore évidemment améliorer, et ce sera probablement le défi, alors pas des 6 mois à venir, parce qu'on est dans un tunnel politique où ce ne sera pas le cas, mais ce sera un défi à avoir assez rapidement pour justement être capable de mieux résister aux prochaines crises. C'est assez intéressant de voir que le coût de la vie dépend de son type de consommation. Par exemple, depuis 2002, depuis l'apparition matérielle de l'euro dans nos poches, le bon vivant à la française, celui qui vote Front National, quoi, parfois, l'amateur de vin et de viande rouge. Je suis tous les vivants et je ne vote pas Front National. Vous êtes l'exception. L'amateur de vin et de viande rouge qui a subi de plein fouet l'évolution des prix. Le beefsteak, il a pris 46% en 15 ans. Les pommes de terre qui vont avec, 44%. Le litron de rouge de table, il est passé de 1,25 € à 2,20 € en moyenne aujourd'hui. Clairement, on frôle l'indigestion à table. En revanche, le propret qui lit Libé, l'inconditionnel du jambon pâte et mental tomate, arrosé d'eau avec un yaourt nature sucré en dessert, lui, il n'a pas vu son panier moyen augmenter du tout. Moralité, lisez Libé. Moralité, lisez. Et ne votez pas Front National. Voilà. Et qui détient Libé? Rothschild. Non, c'est fini ça. Ouais, je sais qu'ils ont passé la main. Ils ont passé la main. Mais pendant longtemps, Bernard Monod, Charles de Marsilly, restez avec nous, on écoute le journal et après on retrouve Éric Scholl de Paris, la grande capitale, le patron de Courrier International pour la revue de presse. À tout de suite. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann-Anthony Nogues. Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Toujours ici, à Bruxelles, avec Bernard Monod, eurodéputé Front National, avec Charles de Marsilly de la Fondation Robert Schuman, avec Jean Quatremer de Libération et Éric Scholl de Courrier International. Bonjour Éric. Bonjour Yann-Anthony. Est-ce que tout va bien de votre côté? Ah, parfait, impeccable. Est-ce que la presse européenne se porte bien? Elle est très riche, beaucoup de choses à raconter. Ah oui, d'accord, beaucoup de choses à raconter, très riche, je suis pas sûr. Quoique, il y a quelques titres qui se portent bien, il y a encore quelques titres millionnaires. D'ailleurs, l'exemple érigé durant toute l'émission par Bernard Monod, c'est le Royaume-Uni. Et là-bas, effectivement, les gens lisent la presse. Mais bon, ils ont des arguments aussi. Ils mettent des jeunes femmes en première page. J'ai proposé de les mettre en première page et ils ont refusé. Ça n'a pas marché. C'est la barbe. C'est sans doute la barbe. Ouais, vous allez nous faire voyager où, Éric, cette semaine? Alors, on va aller aux Pays-Bas, mais pour parler de Malte. Ensuite, on ira en Espagne pour parler de certains Catalans, bien connus en France. Un petit tour en Grèce, on verra la crise se poursuit. Et puis, on terminera avec au Portugal avec un hommage à Mario Suarez. Un Catalan de la vallée? Je crois que valse, ça veut dire de la vallée, hein, en catalan. Formidable. Écoutez, c'est parti pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. La revue de presse européenne, demandez le programme pour réagir, #500ME. BFM Business, 500 millions d'Européens,
La revue de presse. Eh bien, on commence avec la présidence tournante, avec Eric Scholl. On passe par les Pays-Bas pour parler de Malte. Oui, c'est un site hollandais qui s'appelle Follow the Money, un site d'investigation qui s'est penché sur cette présidence tournante maltaise, donc qui a débuté au début du mois. Et au fond, l'article est assez dur. Il vise Malte, mais de façon plus large, il vise ce principe des présidences tournantes en expliquant, confier à un petit État, le plus petit État de l'Union, la présidence tournante, c'est pas forcément la bonne idée. Il nous explique que c'est un système, ça permet en fait à des hommes et des femmes politiques totalement inconnus de prendre la parole à Bruxelles au nom de l'ensemble des États membres. Et alors l'article continue comme ça, assez critique, en expliquant que finalement Malte, les priorités de Malte, ça va être finalement qu'elles ont déjà été définies dans le passé, donc rien vraiment de nouveau, peut-être de Brexit, mais là-dessus Malte ne propose pas de nouveaux points de vue, s'en tient des lieux communs. Et finalement, le journaliste hollandais nous explique que les prérogatives temporaires de Malte consisteront surtout à définir l'ordre du jour, ce qui n'est pas la même chose que décider d'un changement de cap. Donc au fond, c'est quand même une critique assez sévère sur ce système qui consiste à confier, et là je cite le journal, des dossiers alors qu'il y a une méconnaissance, à des pays qui ont une méconnaissance des rouages ou un manque de connaissance des dossiers justement. Voilà, c'est l'œuf ou la poule finalement, parce qu'on se dit comment certains pays peuvent-ils prendre connaissance des rouages et s'habituer au fonctionnement bruxellois s'ils ne mettent pas les mains dans le cambouis. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Quatremer? Non, là c'est le seul bon argument en faveur de la présidence tournante. La présidence tournante, elle avait une logique quand on était 12 ou 15 États membres, parce que ça venait régulièrement entre les mains des États. Mais à partir du moment où on est 28, peut-être demain 30 ou 32, c'est une présidence une fois tous les 20 ans, quoi. Ça n'a strictement plus aucun sens. L'Ukraine, la Biélorussie. Non, mais au point où on en est parti, je veux dire. Vous voulez faire rentrer la Russie dans l'Union européenne, oui. Bernard Monod? C'est pour l'Europe boréale de Brest à Vladivostok. Et alors, l'idée de Valéry Giscard d'Estaing, au moment où il dirigeait les travaux de la Convention européenne, c'était justement de supprimer ces présidences tournantes qui avaient plus grand sens pour une présidence fixe de l'Union européenne. Le problème, c'est que les petits États n'ont pas voulu. C'est-à-dire qu'il y a eu une bataille entre les États, parce que c'est les États qui sont les maîtres des traités. L'Europe telle qu'elle est, sont les États qui l'ont voulu. Et on dit non, on va pas tout concentrer entre les mains d'un président du Conseil européen qui va présider l'ensemble des conseils des ministres. Vous savez qu'il y a 10 formations au minimum des conseils des ministres, l'instance législative où sont représentés les États. Et donc on a dit, il y a une présidence fixe du Conseil européen et on va garder la présidence tournante pour les conseils techniques avec une petit rappel au règlement. Donc, parce qu'on pense parfois que c'est fini les présidences tournantes. Non. Il y a donc maintenant, il y a un président du Conseil européen, ça c'est les grands chefs, c'est les chefs d'État et de gouvernement quand ils se réunissent, les sommets. Donc là, il y a un fixe, c'est un mandat de 2 ans et demi, renouvelable. Donc on a eu Herman Van Rompuy le Belge, maintenant on a Donald Tusk le Polonais. Et vous avez la présidence du Conseil Relations extérieures qui est fixe aussi puisqu'elle est exercée par la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et la présidence de l'Eurogroupe qui est fixe aussi. En revanche, tous les autres conseils techniques, ça tourne. Honnêtement. Donc l'agriculture, l'environnement, les transports, les réunions etc. des ministres, à chaque fois, c'est présidé par des ministres différents tous les 6 mois. Donc en clair. Et maintenant, c'est Malte. Je dirais que la presse s'honorerait d'arrêter de parler de ces présidences tournantes. Ça n'a aucun intérêt, tout le monde s'en fiche. C'est purement technique. C'est purement technique et passons à autre chose. Les priorités de Malte, on s'en fiche. Les priorités de la Slovaquie, etc., on s'en fiche. C'est-à-dire que simplement, ils sont là pour faire avancer les travaux. Le seul argument, je vous dis encore une fois, en faveur de ces présidences tournantes, c'est celui que vous avez donné au début. C'est-à-dire que ça permet à des petits pays de connaître un peu mieux le fonctionnement de la machine. Charles de Marseille. Donc proposition, ce serait que maintenant les prochaines présidences soient faites par des pays qui l'ont pas encore exercé, pour pouvoir justement donner cette compréhension au corps politique et administratif. Et puis après, arrêter avec cette présidence tournante. Il y en a encore qui n'ont pas exercé la présidence. Il y en a probablement un ou deux petits sur les derniers. D'accord. On va regarder lesquels, mais probablement un ou deux petits. Et arrêter avec ce... C'est vraiment stupide. Bernard Monod, si jamais Marine Le Pen était élue et que vous deveniez, par exemple, ministre de l'économie en France, vous aimeriez bien, vous La première chose que ferait Marine Le Pen, non pas du tout. La première chose que ferait Marine Le Pen, c'est de réunir un sommet européen avec tout le monde autour de la table et de renégocier les conditions d'appartenance à l'Union européenne sur les grands critères. Voilà, donc qu'il y ait une présidence tournante ou pas au Parlement européen, qu'importe. De toute façon, tout ça, c'est une usine à gaz. Le vrai pouvoir est à la Commission. Au Conseil européen.
au Conseil européen et puis lié au Parlement européen également. Le vrai pouvoir, il est au Conseil européen et à la Commission européenne avec monsieur Juncker. C'est ça le vrai sujet. Là, on n'est pas d'accord. Le vrai pouvoir est au Conseil européen, évidemment, est en des États. Qui applique les lois? Mais qui applique les lois? Les États. Non, c'est la Commission européenne qui demande aux États d'appliquer les lois. Avec une transposition des directives. Écoutez, on prend un exemple. C'est le ministre de l'Intérieur ou c'est le gendarme? Non, c'est le gendarme qui fait appliquer au ministre de l'Intérieur. Voilà. On le voit très bien, notamment sur l'union bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'union bancaire? Monsieur Valls a passé une ordonnance dans l'été 2015 pour faire appliquer la directive de l'union bancaire via la loi française. Et aujourd'hui, elle est en place. Il n'y a eu aucun débat démocratique sur le sujet. Voilà, le vrai pouvoir, il est du côté de la Commission européenne qui a imposé. Ce sont les États qui ont voulu l'union bancaire à l'unanimité. Le Conseil européen statue à l'unanimité. Oui, sauf que c'est pas dans l'intérêt des citoyens. Direction l'Espagne, vue de Barcelone, Valls, un Catalan à la conquête de l'Élysée, Éric Scholl. Bah oui, parce qu'évidemment, on suit de près à Barcelone ces fameuses primaires du Parti socialiste, donc qui ont lieu le 22 et le 29 janvier, et on s'intéresse à un candidat, et c'est même le candidat favori de la Vanguardia, donc le journal de Barcelone, Manuel Valls, parce que on rappelle qu'il est né à Barcelone où sa famille passait ses vacances dans la maison du quartier de Horta. Et Manuel Valls a ensuite grandi à Paris en pur produit de l'école républicaine, nous explique le journaliste. Une école républicaine, rappelle-t-elle, qui avait ses préjugés. Tu ne dois pas avoir honte que ton père soit peintre, lui asséna un jour son institutrice, convaincu qu'un immigré espagnol ne pouvait être que peintre en bâtiment. L'épisode a marqué Valls et sans doute pesé sur ses choix politiques. Ah oui, son père était un peintre artiste très connu, et son oncle aussi, il faut le rappeler, fervent supporter du Barça, a composé l'hymne du club, Manuel Valls Igorina, ça c'est son oncle. Donc le journal est très élogieux sur notre ancien Premier ministre français. Il fait partie de ceux qui ne s'avouent jamais vaincus, nous explique-t-il. Bon, on a aussi un peintre sur le plateau, Jean Quatremer. Ça me rappelle une anecdote en 1985, au moment des négociations d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la CE de l'époque. Et un soir, donc les négociations traînaient. Et Jacques Delors n'en pouvait plus de ces négociations. Et interrogé par la presse, on dit écoutez, monsieur le président de la Commission, il dirigeait la Commission européenne à l'époque, oui, est-ce que vous pensez qu'on va aboutir? Et alors Delors se lâche, il dit oui, je pense que les Espagnols sont d'excellents maçons et c'est au pied du mur qu'on voit l'excellent maçon. Et alors les Espagnols évidemment ont extrêmement mal pris la chose, qu'on fasse de ce peuple entier un peuple de maçons, comme on l'a fait après en 2005 des Polonais un peuple de plombiers. Je pensais que c'était les Portugais, moi, les maçons, non? Non, ils sont concierges. Ah oui, d'accord, pardon. Faudrait qu'on fasse un tour d'Europe des clichés, des stéréotypes. Les Français, ils sont quoi, juste arrogants? Ils ont pas une profession, les Français. Ils sont arrogants. Ils sont juste arrogants, ça suffit. Profession arrogant. Mais ils sont français. Mais ils sont français, nous dit Bernard Monod. Quand on vous paye votre salaire en coupons, ça se passe en Grèce, Eric. Alors, on reste effectivement dans le sud de l'Europe, et cette fois-ci, c'est avec le journal grec Ikatemerini qui nous raconte quelque chose d'assez troublant. En fait, on est toujours dans les conséquences de la crise. C'est le développement des tickets de rationnement. De plus en plus d'employés sont payés en partie en tickets de rationnement. C'est des coupons qui permettent d'acheter de la nourriture au supermarché. Et il y a aujourd'hui plus de 200 000 employés qui sont payés de la sorte. Alors, ils ne sont pas payés complètement, c'est une partie de leur rémunération. En tout cas, la grande majorité des nouvelles embauches à bas salaire dans le secteur privé fonctionnent de cette façon-là. Une partie du salaire, entre 20 et 25%, est donc payée en coupons et le reste par virement bancaire. L'intérêt, c'est que l'employé, mais aussi l'employeur, tous les deux disposent d'une imposition plus basse que le salaire déclaré. Mais surtout, le journal nous explique que c'est une question de survie, le plus souvent. Alors, on ne peut pas non plus dépasser un certain montant, puisque dans les lois fiscales, il est prévu que les coupons de rationnement échappent à la taxation quand ils ne dépassent pas les 6 € de travail par jour. Au total, il y a déjà 4000 enseignes en Grèce qui acceptent ce type de coupon, et selon donc ce journal grec, eh bien, c'est une sorte de dérive vers l'échange de biens, vers le troc en fait, et c'est en tout cas le résultat de la crise qui menace de transformer le marché du travail grec. Voilà, Bernard Monod, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est le résultat de dizaines d'années de vote pour des hommes politiques clientélistes et populistes. Au service d'une Europe et qui confirme ce que je disais exactement tout à l'heure, c'est l'euro-austérité.
Quand on arrive au ticket de rationnement, comme aux États-Unis, entre parenthèses. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles de Marcilly? Non, ce sont des choix d'abord grecs qui évidemment ont falsifié quand ils ont voulu rentrer dans la zone euro, qui après ont une instabilité, Gouvernement, pas les Grecs. qui ont... Ils sont élus. Monsieur Papandréou, Ils sont pas élus. il a été élu, Monsieur Papandréou. Ah oui, ils ont été élus. Il venait de la BCE. Il venait directement de la BCE. Attendez. Monsieur Renzi. Attendez. Monsieur... De quoi vous parlez? Alors, Le gouvernement Renzi, c'est en grec. Italie. Alors, dites-nous, est-ce que le gouvernement grec est un gouvernement légitime? Est-ce qu'il y a eu des coups d'État en Grèce? Il a été élu. Mais les exécutants ne sont pas élus. Monsieur Papandémos. Donc, ce qui veut donc dire que bien les budgets ont été votés par des parlements légitimement élus, et donc bien c'est bien le peuple qui est représenté. En quelque sorte. C'est la démocratie. Mais le problème, c'est qu'il y a une distorsion entre la volonté du peuple et ce qui est fait pratiquer par le gouvernement, qui subissent, entre parenthèses, les directives et les lois européennes. Vous êtes d'accord? Vous pensez véritablement que avec la Troïka, avec la BCE, le FMI, vous pensez vraiment que le peuple n'a pas payé ses impôts, allait joyeusement refuser? Bien sûr, c'est même leur devoir. Oui. C'est même leur devoir. Vous devriez aller un peu plus souvent en Grèce. Sauf qu'aujourd'hui, là... C'est ça. Oui, vous allez en vacances. Je vous parle d'enquêter. Voilà. Justement, Pas sur une île grecque. ils payent cette approche-là. De ne pas avoir voulu payer leurs impôts, de ne pas avoir respecté un ensemble de règles élémentaires. Et l'euro, c'est pas l'euro qui a causé ça. C'était déjà des choix. Ce que je voulais dire, c'est que en Grèce, pendant de nombreuses années, dès qu'il y avait un homme politique qui disait demain on rasera gratis, il se faisait élire. Donc c'était pas la Commission européenne qui décidait de qui Par exemple, il faut se rappeler, au moment où la Grèce a fait faillite, donc en 2010, les dépenses de l'État par rapport aux recettes c'était 34% de plus de dépenses que de recettes. 34%. C'est ça la réalité. Et il y a eu une manifestation au mois de mars, je crois, 2010, alors que la Grèce était déjà en faillite, des fonctionnaires, parce que l'augmentation qu'on leur avait promise était simplement limitée, je crois, à 15%, alors qu'ils espéraient avoir 25% d'augmentation de leur salaire. C'est ça l'irresponsabilité. C'est la faute des Grecs s'ils sont malheureux, c'est ça? Absolument. Alors pourquoi ils ont voté majoritairement au référendum au mois de juillet en 2015 et qu'à l'inverse, 10 jours après, Tsipras les a trahis avec une pression de la Troïka? Et élection en septembre. Le référendum était bien en faveur. Il a été réélu. Il a été réélu. Tsipras. Il a été réélu préalablement, mais le référendum. Non, pas préalablement. Après, puisqu'il a dissous le Parlement et en septembre il y a eu l'élection. D'accord, on est d'accord. Donc le peuple a. Mais entre-temps, il y a eu un accord de l'Union européenne, du FMI et de la BCE qui a contraint l'État grec. Ils n'ont pas voté la ligne Varoufakis, par exemple. Ils sont restés sur la ligne Tsipras. Ils pouvaient sortir. Ils avaient ce choix. Peut sortir. Les Britanniques peuvent sortir et ils vont sortir. Mais la falsification des comptes, c'est bien Goldman Sachs qui l'a faite, c'est pas le peuple. Goldman Sachs, c'est pas l'Union européenne. C'est un prestataire. Alors, direction à présent le Portugal et un ancien député européen. On parle de Mário Soares. Eric. Oui, difficile évidemment de ne pas parler de ce grand disparu de ce mois de janvier, donc disparu à l'âge de 92 ans, le 7 janvier dernier, et Publico, le quotidien portugais, lui a rendu un grand hommage, comme d'ailleurs l'ensemble évidemment de la presse portugaise, parce c'est lui qui a quand même été le bâtisseur de la démocratie dans son pays, et puis aussi qui a travaillé à l'intégration européenne de son pays. Alors Publico parle de lui comme l'homme politique, le penseur, le fondateur de la démocratie, qui a vécu et qui fait vivre le changement. Il est présent dans les livres d'histoire, et ce sera l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras. Voilà un exemple aussi dans la construction européenne. Merci beaucoup Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, pour cette revue de presse. À la semaine prochaine. Merci Bernard Monod, député européen Front National, d'avoir été sur ce plateau pour défendre notamment votre position. Merci Jean Quatremer d'avoir été sur ce plateau pour défendre votre position. Merci Charles de Marcilly qui avait plutôt un rôle de modérateur. Modérateur immodéré. De la Fondation Robert Schuman. Merci aux équipes du Parlement européen qui ont mis en image cette émission. Merci à Alexandre Rougier, Hélène Leroux qui l'ont activement préparé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. À la semaine prochaine. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.